Ma maman, elle est blessée. Ils lui ont fait mal et elle ne se réveille pas. Lila Warren, 6 ans, a fait irruption dans le hall d'entrée de Warren Tech, sa robe blanche déchirée et sale. Derrière elle, la nounou est entrée en titubant, le téléphone collé à l'oreille. Les employés se sont figés. Le gardien de sécurité s'est précipité vers elle. Mais Lila a couru droit vers le concierge qui nettoyait le sol en marbre. Ses petites mains ont agrippé son uniforme gris. Mais Danielle, s'il vous plaît, a-t-elle sangloté. Elle a besoin d'aide maintenant. L'homme l'a regardé, son visage buriné ne trahissait aucune émotion. Puis quelque chose a changé dans son regard, devenu froid et concentré. Il a posé son balai. Montre-moi où. Daniel Carter était invisible depuis 3 ans. Chaque matin à 5 heures, il arrivait par l'entrée de service, poinçonnait sa carte de pointage et disparaissait dans des couloirs que les cadres ne voyaient jamais. Il nettoyait les toilettes, vidait les poubelles, récurait les tâches de café, tandis que les employés discutaient autour de lui comme s'il était un meuble. À 39 ans, Daniel paraissait plus âgé que son âge. Il avait les tempes grisonnantes, des rides autour des yeux et les mains marquées de cicatrices qui bougeaient avec maladresse. Il ne regardait jamais les gens dans les yeux. Il ne participait jamais aux conversations. Il ne restait jamais assez longtemps au même endroit pour que quelqu'un puisse vraiment le voir. La direction appréciait son silence. Il était fiable, invisible, facile à oublier, parfait. Daniel vivait dans un appartement en sous-sol à 6 pâtés de maison de là. Le loyer était bon marché car le plafond fuyait et le chauffage fonctionnait à peine. Il s'en moquait. Il ne possédait presque rien. Un lit étroit, une petite table, 2 chaises, une plaque chauffante pour cuisiner. Sur la commode rayée se trouvait une seule photo encadrée qu'il gardait face contre terre. Il ne l'avait pas regardée depuis 2 ans. La plupart des soirs, il faisait du bénévolat dans une clinique communautaire, dans le quartier le plus pauvre de la ville, enseignant les premiers secours à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, principalement des enfants des rues et des personnes âgées qui n'avaient nulle part où aller. Il leur montrait comment nettoyer les blessures, reconnaître les signes de choc et pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Il ne leur disait jamais qu'il avait été médecin. Il ne l'avait jamais dit à personne. Cecilia Warren était tout ce que Danielle n'était pas. Visible, puissante, couronnée de succès. À 34 ans, elle avait repris Warren Tech après la mort soudaine de son père 3 ans auparavant, transformant cette entreprise de logiciels en difficulté en un acteur majeur dans le domaine des solutions d'entreprise. Elle travaillait 16 heures par jour. Elle se rendait chaque semaine à des réunions d'investisseurs dans 3 villes différentes. Elle négociait des contrats de plusieurs millions de dollars pendant que sa fille coloriait des images sur le bureau dans le coin de son bureau. Être mère célibataire et PDG signifiait qu'elle dormait rarement plus de 4 heures par nuit. Mais Cecilia ne se plaignait pas. C'était la vie qu'elle avait choisie lorsqu'elle avait divorcé du père de Lila. Un homme qui voulait une femme trophée, pas une partenaire. Désormais, elle ne rendait de compte qu'à sa fille et à ses actionnaires. Récemment, cependant, quelque chose n'allait pas. Les chiffres ne correspondaient pas dans les rapports trimestriels. De l'argent circulait sur des comptes qui n'auraient pas dû exister. Quand elle interrogeait son directeur financier, Richard Brennan, à propos de ces anomalies, il souriait et lui assurait que tout allait bien. Et elle ne le croyait pas. Lila était censée aller à son cours de danse classique tous les jeudis soirs. Au lieu de cela, elle échappait souvent à sa nounou et prenait l'ascenseur pour descendre au sous-sol, où elle trouvait sa personne préférée dans tout l'immeuble. « Monsieur Daniel !» criait-elle, sa voix résonnant dans les couloirs en béton. Daniel levait les yeux de ce qu'il était en train de nettoyer et secouait la tête, mais il y avait toujours un soupçon de sourire. Elle s'asseyait sur un seau renversé et lui parlait pendant qu'il travaillait, lui racontait son école, ses amis, le livre qu'elle était en train de lire. Il lui disait des choses qu'elle ne disait pas à sa mère, qu'elle se sentait seule dans le grand bureau, que son papa lui manquait, même s'il n'appelait jamais, qu'elle avait parfois peur quand sa mère travaillait tard. Daniel l'écoutait. Il ne l'interrompait jamais, ne lui donnait jamais de conseils qu'elle ne lui demandait pas. Parfois, il lui apprenait de petites choses. Comment faire un nœud correct, comment savoir si un fruit était mûr, comment siffler avec ses doigts. Les autres employés ne comprenaient pas pourquoi la fille du PDG passait du temps avec le concierge. Certains murmuraient que c'était inapproprié.
Cecilia l'avait remarqué, mais n'y avait jamais mis fin. Il y avait quelque chose de doux dans le silence de Daniel qui lui inspirait confiance, même si elle ne savait presque rien de cet homme. L'agression eut lieu un jeudi soir. Cecilia était restée tard pour examiner des documents financiers dans son bureau du 20e étage. Les chiffres révélaient un détournement de fonds systématique, des millions détournés par le biais de sociétés écrans et de faux fournisseurs. La signature de Richard Brennan figurait sur la moitié des autorisations. Elle a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le lendemain matin. Elle allait tout révéler. À 22h30, elle a rassemblé les documents dans sa mallette et a envoyé un SMS rapide à sa nounou en bas. Je descends tout de suite. 5 minutes. Lila attendait dans la salle de jeu du hall avec Madame Chen, sa nounou habituelle du soir, comme tous les jeudis lorsque Cecilia travaillait tard. Elle se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton du deuxième sous-sol. Le parking était faiblement éclairé, des ombres se dessinaient entre les piliers en béton. Les talons de Cecilia claquaient sur le sol tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elle ne les entendit pas arriver avant qu'il ne soit trop tard. Deux hommes cagoulés sortirent de derrière une camionnette. Elle tenta de s'enfuir, mais l'un d'eux l'attrapa par le bras et la tira en arrière. Sa maillette vola sur le trottoir. Des documents s'éparpillèrent. Où sont les dossiers? La voix était étouffée, mais familière. Je ne sais pas. Son poing la frappa à l'estomac. Elle se plia en deux, haletante. Le deuxième homme l'attrapa et la poussa violemment contre un pilier en béton. Une douleur fulgurante lui transperça le crâne. Les fichiers de sauvegarde. Où sont-ils? La vision de Cecilia se brouilla. L'un d'eux leva la main pour la frapper à nouveau. Quelqu'un arrive, siffla l'autre. Il faut partir, tout de suite. Ils la lâchèrent. Cecilia s'effondra sur le béton. Elle entendit des pas qui s'éloignaient en courant, une portière de voiture qui claquait, un moteur qui vrombissait, puis le silence. Elle essaya de bouger, mais son corps ne répondait pas. L'obscurité l'envahit. Elle devait rester éveillée pour Lila. À l'étage, Madame Chen regarda sa montre. 10h40. 15 minutes s'étaient écoulées. Elle essaya d'appeler. Pas de réponse. Lila, ma chérie, je vais voir si ta maman va bien. Reste près de moi. Elles prirent l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur le garage sombre. Madame Chen sortit prudemment. Les mains de Lila serraient fermement la sienne. Mademoiselle Warren, appela-t-elle. Un faible gémissement s'éleva devant elle. Reste derrière moi, murmura Madame Chen. Puis Lila la vit. Maman, Olile tenta de courir vers elle, mais Madame Chen la retint. Cecilia gisait sur le béton, le visage meurtri et enflé, le bras plié dans une position anormale. Des papiers étaient éparpillés partout. Les mains de Madame Chen tremblaient tandis qu'elle sortait son téléphone. J'appelle une ambulance. Ne la touche pas, Lila. Nous avons besoin de Monsieur Daniel. Lila se dégagea. Il peut nous aider. Lila attend. Mais la petite fille courait déjà vers l'ascenseur. Madame Chen s'agenouilla à côté de Cecilia, vérifiant son pouls avec ses doigts maladroits. Respiration superficielle. Elle était en vie, mais à peine consciente. Tenez bon, murmura Madame Chen. Les secours arrivent. Lila fit irruption dans le hall. Son cœur battait à tout rompre. Elle regarda autour d'elle avec affolement et l'aperçut, Monsieur Daniel, près des portes principales, en train de vider une poubelle. Elle courut droit vers lui et agrippa son uniforme à deux mains. Des larmes coulaient sur son visage. « Monsieur Daniel, sanglota-t-elle, ma maman, elle est là-bas, elle est gravement blessée et elle ne se réveille pas. » Daniel s'agenouilla, posant ses mains fermement sur ses épaules. « Calme-toi. Où est-elle? » « Dans le garage, au sous-sol 2. Madame Chen est avec elle, mais la voix de Lila se brisa. « S'il vous plaît, vous devez l'aider. » Le gardien de sécurité s'approcha. « J'ai appelé le 911. L'ambulance devrait arriver dans environ 6 minutes. 6 minutes, c'est peut-être trop long, dit Daniel calmement. Sa voix avait changé, elle était plus aiguë, plus concentrée. Il regarda Lila. « Emmenez-moi la voir. » Tout de suite, Lila lui a pris la main et l'a entraîné vers l'ascenseur. En l'espace de 30 secondes, l'esprit de Daniel est passé à un mode qu'il avait enfoui depuis des années. Médecine de combat, réaction au traumatisme. Il a évalué les blessures probables. 6 minutes pour une ambulance. Mais 6 minutes pouvaient signifier la mort en cas d'hémorragie artérielle ou d'obstruction des voies respiratoires.
Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Daniel est sorti et a immédiatement évalué la situation. Madame Chen était agenouillée à côté de quelqu'un. Des papiers étaient éparpillés. Aucun agresseur visible. Aucune menace immédiate. Il se précipita vers Cecilia. Madame Chen leva les yeux, sous la gomme. Et, Dieu merci, je ne sais pas quoi faire. Daniel était déjà agenouillé, ses mains bougeant avec une précision clinique. Inconsciente, respiration faible mais présente. Traumatisme facial important. Bras gauche fracturé. Il vérifia que son cou était stable. Vérifia la lacération de son cuir chevelu. Saignement mais gérable. Il vérifia que son abdomen était rigide. Hémorragie interne probable. Rappelez le 911, dit-il à Madame Chen. Dites-leur que nous avons un patient traumatisé, inconscient, blessé gravement à la tête, possible hémorragie interne, suspicion de fracture des côtes et du bras, équipe de traumatologie prête. Madame Chen le fixa du regard. Vous êtes concierge. Passez l'appel. Elle tâtonna avec son téléphone. Daniel retira sa veste grise. Sous celle-ci se trouvait quelque chose d'inattendu. Un sac en toile usée attaché en bandoulière. Il l'ouvrit avec une dextérité insuffisante. À l'intérieur se trouvaient des fournitures médicales qui n'avaient pas leur place dans les affaires d'un concierge. De la gaz stérile, des agents hémostatiques, un collier cervical pliable, du ruban chirurgical, une trousse de traumatologie compacte que n'importe quel ambulancier reconnaîtrait comme étant de qualité militaire. Lila se tenait à quelques mètres de là, observant la scène avec des yeux effrayés. Daniel lui jeta un coup d'œil. « Lila, je veux que tu sois courageuse pour ta maman. Tu peux le faire? » Elle acquiesça, tremblante. « C'est bien, reste là et parle-lui. Dis-lui que tu es là. » Lila s'approcha et s'agenouilla. « Maman, c'est moi. Monsieur Daniel est là. Il va t'aider. » Daniel travailla avec une efficacité redoutable. Il pansa la blessure à la tête avec de la gaz hémostatique, posa une minerve, vérifia ses pupilles, légèrement dilatées, ce qui était inquiétant mais gérable, son pouls, faible mais présent, à environ 110 battements par minute. Elle compensait la perte de sang. Il examina son abdomen, où des ecchymoses se formaient, signe indéniable d'une hémorragie interne. Il ne pouvait pas soigner cela ici, mais il pouvait la maintenir dans un état stable. Il lui a posé une attelle au bras gauche, le pied l'a placé en position latérale de sécurité pour protéger ses voies respiratoires et l'a couverte de sa veste pour éviter le choc. Chaque mouvement était précis. Chaque décision était basée sur des années d'entraînement dont ses mains se souvenaient. 4 minutes s'étaient écoulées depuis que Lila l'avait trouvé. Au loin, les sirènes retentissaient. 2 minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés en courant avec une civière. Une femme d'une quarantaine d'années, l'ambulancière en chef, jeta un coup d'œil et haussa les sourcils. « Qui a donné les premiers soins? »« C'est moi, » répondit Daniel en reculant. L'ambulancière s'agenouilla et examina Cecilia, vérifiant le travail de Daniel. Son expression passa du scepticisme au respect. Le collier cervical était correctement posé. La blessure à la tête était correctement pansée. Les bras étaient immobilisés. La position latérale de sécurité était respectée. Vous l'avez maintenu en vie. Elle leva les yeux. Vous êtes militaire? Daniel ne répondit pas. Alors qu'il chargeait Cecilia dans l'ambulance, l'ambulancière se retourna. Sérieusement, qui êtes-vous? C'était de la médecine de guerre comme dans les manuels. Juste quelqu'un qui savait quoi faire, répondit Daniel doucement. Un policier arriva. J'ai besoin des déclarations de tout le monde, à commencer par vous. Non, Daniel Carter. Je suis le concierge ici. Le stylo du policier s'arrêta. Il regarda les fournitures médicales, puis Daniel. Vous êtes un concierge qui transporte du matériel militaire de traumatologie. J'ai suivi une formation au premier secours. Je me trouvais à proximité lorsque l'enfant est venu chercher de l'aide. J'ai stabilisé la victime jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Daniel regarda l'ambulance s'éloigner. Puis il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Le policier l'appela, mais Daniel continua à marcher. Il avait donné son nom, il le retrouverait si nécessaire. Mais pour l'instant, il devait disparaître avant que quelqu'un ne commence à lui poser des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. Cecilia s'est réveillée dans une chambre d'hôpital au milieu des bips des machines. Elle avait mal à la tête. Son bras était plâtré. Chaque respiration lui faisait mal. Maman.
Une petite voix pleine de soulagement. Cecilia a tourné lentement la tête et a vu Lila assise à côté du lit, lui tenant la main. Madame Chen se tenait derrière elle. Bébé, a murmuré Cecilia. Elle avait la gorge sèche. Les souvenirs lui sont revenus. Le garage, les masques, la douleur. Puis plus rien. Comment? Sa voix s'est brisée. Que s'est-il passé? Monsieur Daniel vous a sauvé, dit Lila. Il est descendu. Il avait tout le matériel médical nécessaire et il savait exactement quoi faire. Les ambulanciers ont dit que vous seriez morte s'ils ne vous avaient pas aidé. Madame Chen s'avança. C'est vrai, mademoiselle Warren. Ce concierge, Daniel Carter, il vous a soigné comme un médecin de guerre. Les ambulanciers ont dit qu'il avait fait un travail parfait. Une infirmière entra et vérifia les moniteurs. Vous êtes réveillé, tant mieux. Vous avez une commotion cérébrale, 3 côtes fracturées, un bras cassé et des contusions internes. Vous avez de la chance d'être en vie. Après le départ de l'infirmière, un inspecteur de police entra. Costume gris, yeux fatigués. Mademoiselle Warren, je suis l'inspecteur Morris. J'ai besoin de vous poser quelques questions. Vous souvenez-vous de quelque chose concernant vos agresseurs? 2 hommes, des cagoules. Mais l'un d'eux, elle marqua une pause, sa voix. Je pense que c'était Marcus Holloway. Il travaille dans mon service financier, l'assistant de Richard Brennan. Morris a pris rapidement des notes. Vous en êtes sûr? Presque sûr. Ils m'ont interrogé sur des fichiers. Des fichiers de sauvegarde. J'enquêtais sur un détournement de fonds. Richard Brennan, le directeur financier. J'ai trouvé des preuves qu'il avait volé des millions. J'allais les présenter lors d'une réunion du conseil d'administration ce matin. Ce matin, c'est vendredi. Vous êtes resté inconsciente pendant 8 heures. Morris se pencha en avant. Nous avons besoin de ces fichiers. Ils sont éparpillés dans le garage. Et j'ai des sauvegardes. Cecilia essaya de s'asseoir et grimaça. Et les agresseurs? Pas encore. Mais les images de vidéosurveillance montrent 2 hommes s'enfuyant à 22h38. Morris feuilleta ses notes. Maintenant, à propos de Daniel Carter, le concierge qui vous a sauvé. Nous avons essayé de recueillir sa déposition, mais il est parti. Savez-vous quelque chose à son sujet? Cecilia secoua la tête. Presque rien. Il travaille chez Warren Tech depuis environ 3 ans. Il est très discret. Ma fille l'aime bien. Votre fille dit qu'il est son ami. Elle dit qu'il lui apprend des choses. Morris ferma son carnet. Comme les concierges ne transportent généralement pas de trousses de secours militaires et ne pratiquent pas la médecine de guerre, nous avons vérifié ses empreintes digitales. Cecilia attendit. Capitaine Daniel Carter, corps médical de l'armée américaine. 3 missions dans des zones de combat. Chirurgien traumatologue décoré. 27 vies sauvées sous le feu ennemi. L'un des meilleurs médecins de guerre de son unité. Libéré avec les honneurs il y a 8 ans. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'il se présente dans votre entreprise il y a 3 ans en tant que concierge. Ces mots n'avaient aucun sens. Cet homme discret qui nettoyait les sols était un chirurgien militaire décoré. Pourquoi? Cecilia murmura. C'est ce que j'aimerais savoir, dit Morris. J'aimerais aussi savoir pourquoi il transporte toujours du matériel médical de campagne et pourquoi il est parti avant d'avoir fait une déposition complète. Il a dit qu'il viendrait au poste ce matin, intervint Madame Chen. Il voulait d'abord s'assurer que Lila était prise en charge. Après le départ de Morris, Cecilia s'allongea, l'esprit en ébullition. Daniel Carter, un chirurgien, un héros de guerre, travaillant comme concierge. Où est-il maintenant? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Il est parti après que l'ambulance t'ait emmené. Cecilia regarda sa fille. Lila, Monsieur Daniel t'a-t-il déjà dit qu'il était médecin? Lila secoua la tête. Non. Il a juste dit qu'il aimait aider les gens. Il apprend aux enfants du centre-ville à faire les premiers secours. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Pas grand-chose. Il écoute surtout. Il sait bien écouter. Lila serra la main de sa mère. Maman, est-ce qu'il a des ennuis? Non, ma chérie. Il n'a pas d'ennuis. Il m'a sauvé la vie. Mais même en disant cela, Cecilia se posait des questions. Un homme ne passe pas du statut de chirurgien décoré à celui de concierge invisible sans raison. L'enquête dura 3 jours. Pendant ce temps, Marcus Holloway et James Chen furent arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir la ville. Sous la contrainte, Holloway avoua. Brennan avait ordonné l'attaque. Ils étaient censés effrayer Cecilia, peut-être la malmener, mais les choses avaient dégénéré. Le FBI perquisitionna le domicile et le bureau de Richard Brennan.
Ils trouvèrent des preuves de détournement de fonds systématiques remontant à 2 ans. 17 millions de dollars avaient été volés par le biais de faux fournisseurs et de sociétés écrans. Brennan fut arrêté dans sa maison de vacances dans les Hamptons. L'équipe de sécurité de Cecilia a localisé Daniel Carter. Il s'était présenté au travail le lendemain matin comme si de rien n'était. Lorsque le détective Morris est venu prendre sa déposition, Daniel s'est montré poli, concis et n'a presque rien révélé. J'ai suivi une formation au premier secours pendant mon service militaire. J'ai entendu l'enfant appeler à l'aide. J'ai examiné la victime et l'ai stabilisée jusqu'à l'arrivée des secours. C'est tout. Vous êtes chirurgien traumatologue de formation. Pourquoi travaillez-vous comme concierge? C'est personnel. Morris soupira, mais légère. Et Warren souhaite vous parler. Elle le demande depuis son réveil. Je suis heureux qu'elle se rétablisse, mais je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. Elle veut vous remercier. Ce n'est pas nécessaire. Mais Cecilia n'était pas le genre de femme à accepter un refus. Pendant sa convalescence à l'hôpital, elle avait demandé à son équipe de sécurité d'approfondir ses recherches. Ce qu'ils ont découvert lui a brisé le cœur. Il y a 8 ans, le capitaine Daniel Carter était stationné dans une base avancée à Kandahar. Il dirigeait un hôpital de fortune qui soignait à la fois les forces de la coalition et les civils locaux. De la vie générale, il était brillant, calme sous la pression, innovant, infatigable. Sa femme, Emily Carter, était infirmière. Elle travaillait à ses côtés tous les jours. Leurs collègues les décrivaient comme des partenaires inséparables dans leur vie professionnelle et privée. En mars, il y a 8 ans, un convoi transportant des fournitures médicales vers une clinique de village a été touché par un engin explosif improvisé. Emily s'était portée volontaire pour accompagner ce convoi. Daniel devait subir une opération chirurgicale et ne pouvait pas y aller. L'explosion a tué 12 personnes sur le coup. Emily était parmi elles. Daniel a travaillé des 18 heures d'affilée pour tenter de sauver les survivants ramenés à son hôpital. Il a sauvé 11 personnes ce jour-là, mais sa femme était déjà morte. Après cela, quelque chose en lui s'est brisé. Il a terminé son déploiement, a reçu une mention honorable et a disparu. Personne dans le milieu médical ne l'avait revu ni n'avait eu de ses nouvelles depuis, jusqu'à présent. Cecilia a lu le rapport 3 fois, les larmes coulant sur son visage. Cet homme avait choisi de passer 3 ans à nettoyer des sols parce qu'il ne pouvait se pardonner d'avoir survécu alors que sa femme était morte. Je dois le voir, a dit Cecilia à son chef de la sécurité. Il ne veut pas être retrouvé. Trouvez-le quand même. Ils trouvèrent Daniel dans le quartier le plus pauvre, dans un centre communautaire délabré. Il apprenait à des adolescents sans abri à nettoyer et panser des blessures. Il se déplaçait patiemment parmi eux, leur montrant comment faire, corrigeant leurs techniques, les encourageant discrètement. Lorsque Cecilia entra, le bras toujours en écharpe, les ecchymoses s'estompant, les adolescents se dispersèrent. Daniel la regarda, et quelque chose qui ressemblait à de la résignation traversa son visage. « Vous devrez encore être à l'hôpital, dit-il. Vous m'avez sauvé la vie. » La voix de Cecilia se brisa. « Pourquoi n'avez-vous dit à personne qui vous étiez? » Daniel rangea ses affaires. « Parce que peu importe qui j'étais, je ne suis plus cette personne. Ma fille dit que vous êtes sa personne préférée dans l'immeuble. Elle parle de vous sans arrêt. » Daniel serra les mâchoires. « C'est une bonne enfant. Elle n'aurait pas dû voir ce qu'elle a vu. Elle t'a vu sauver sa mère. Elle t'a vu faire preuve de courage alors que tout le monde avait peur. » Daniel la regarda enfin dans les yeux. « Je n'ai pas été courageux. Je ne pouvais pas la laisser perdre sa mère. Pas comme ça. Pas alors que je pouvais faire quelque chose. Le poids de ce qu'ils ne disaient pas pesait entre eux. » Cecilia comprit alors. Il ne s'agissait pas d'héroïsme. Il s'agissait d'un homme qui essayait encore de sauver la personne qu'il n'avait pas pu sauver 8 ans auparavant. « Je sais pour Emily, » dit Cecilia doucement. Ces mots le frappèrent comme un coup. « Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mon passé. Tu m'as sauvé la vie. Je voulais comprendre qui tu étais. » La voix de Cecilia était douce. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ce qui lui est arrivé. Ne me témoigne pas une sympathie que je ne mérite pas. Pourquoi ne la mérites-tu pas? Parce que je suis en vie et pas elle. » Les mots jaillirent, crus et rageurs. Daniel s'effondra sur une chaise pliante. « Je suis chirurgien. Je suis censé sauver des gens, mais je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas pu sauver la seule personne qui comptait. » Le silence envahit le centre vide. Dehors, des klaxons retentissaient. La vie continuait.
indifférente. Emily voulait faire partie de ce convoi, dit Daniel d'une voix creuse. Elle croyait que nous pouvions changer les choses. Je lui ai dit que c'était trop dangereux. Nous nous sommes disputés, puis je l'ai laissé partir quand même parce que j'avais une opération de prévue. Sa voix baissa. 6 heures plus tard, ils ont ramené les blessés. J'ai opéré 11 personnes. J'ai sauvé tout le monde, mais Emily était déjà morte. Elle est morte sur le coup. Je n'aurais rien pu faire. Mais tu te sens quand même responsable, dit Cecilia. Chaque jour, Daniel leva les yeux rougis. Chaque jour, pendant 8 ans, je me suis demandé pourquoi j'étais encore en vie alors qu'elle ne l'était plus. De quel droit puis-je exercer la médecine alors que j'ai échoué auprès de la patiente qui comptait le plus pour moi? Alors tu as arrêté d'être médecin. J'ai arrêté de prétendre que je méritais de l'être. La voix de Daniel était creuse. J'ai quitté l'armée. J'ai laissé ma licence expirer. J'ai trouvé des emplois où je n'étais responsable de la vie de personne, où je ne pouvais échouer auprès de quelqu'un d'important. Cecilia s'assit à côté de lui. Pendant 3 ans de paix. Puis ta fille m'a pris la main et m'a supplié de sauver sa mère. Et je ne pouvais pas la laisser ressentir ce que j'avais ressenti. Je ne pouvais pas la laisser perdre sa mère. S'il y avait quoi que ce soit que je pouvais faire, ils restèrent assis en silence. Finalement, Cecilia prit la parole. Daniel, je ne sais pas ce que c'est que de perdre quelqu'un comme tu as perdu Emily, mais je sais ce que c'est que de se sentir comme si on échouait, de se sentir seul, même quand on est entouré de gens. Daniel croisa son regard. Si tu n'avais pas été là, si Lila ne t'avait pas connu, si elle ne t'avait pas fait confiance, je serais morte, et elle serait seule. Cecilia tendit la main et prit la sienne. Tu dis que tu ne mérites pas d'être médecin, mais c'est exactement ce que tu es. C'est ce que tu es au plus profond de toi. Je ne peux pas retourner à la médecine. Chaque fois que j'y pense, je vois son visage. Je ne te demande pas de revenir en arrière. Je te demande d'aller de l'avant. Avant que Daniel n'ait le temps de répondre, le téléphone de Cecilia vibra. Son expression se durcit. La réunion du conseil d'administration est dans 2 heures. Richard Brennan a été libéré sous caution. Ses avocats ont obtenu sa libération en attendant le procès. Le regard de Daniel s'aiguisa. Va-t-il être présent? Il est membre du conseil d'administration. Il a le droit d'y assister. La voix de Cecilia était tendue. Il a essayé de me faire tuer, et il va s'asseoir en face de moi et prétendre qu'il n'a rien fait de mal. Es-tu en sécurité? J'ai des gardes du corps. Le FBI surveillera. Mais j'ai peur. Pas de lui. De perdre. Si le conseil ne me croit pas, il s'en tirera. Il gagnera. Daniel observa son visage, où se mêlaient détermination et peur. Pendant 3 ans, il avait fui son destin. Il était peut-être temps d'y mettre un terme. De quoi as-tu besoin? Demanda-t-il. Cecilia le regarda avec surprise et espoir. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Tout le monde dans cette entreprise pourrait être compromis. Tout le monde, sauf vous. Je suis concierge. Vous êtes un homme qui m'a sauvé la vie alors que vous n'aviez rien à y gagner. Vous êtes un homme en qui ma fille a entièrement confiance. Vous êtes la seule personne que je connaisse qui n'a aucune raison de m'aider, sauf que c'est la bonne chose à faire. Cecilia serra la main de Daniel. De quoi avez-vous besoin? Daniel resta silencieux. Puis il acquiesça. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Le plan était simple. Cecilia assisterait à la réunion du conseil d'administration, présenterait ses preuves et forcerait Brennan à réagir. Mais elle avait besoin de quelqu'un en dehors de la structure de l'entreprise qui pourrait intervenir si les choses tournaient mal. Le lendemain matin, Daniel arriva chez Warrantech vêtu d'un simple costume sombre qu'il gardait depuis 8 ans. Il avait l'air différent. Plusieurs employés le croisèrent sans le reconnaître. La réunion du conseil d'administration était prévue à 9 heures. Daniel se posta dans le couloir, d'où il pouvait voir à travers les parois vitrées. Cecilia arriva à 8h45. Malgré ses blessures, elle avait tout à fait l'air d'une PDG. Les membres du conseil d'administration commencèrent à arriver, 8 personnes âgées de 45 à 70 ans. À 8h58, Richard Brennan entra. Brennan avait 52 ans, les cheveux argentés, et portait un costume coûteux. Il avait le genre de visage qui inspirait confiance. Le visage de quelqu'un à qui vous confieriez votre argent, le visage de quelqu'un qui avait ordonné qu'une femme soit battue presque à mort.
Il s'est dirigé directement vers Cecilia et lui a tendu la main. Cecilia. Dieu merci, vous allez bien. Cecilia ne lui serra pas la main. Asseyez-vous, Richard. Quelque chose brilla dans les yeux de Brennan. Il prit place. À 9 heures, Cecilia ouvrit la séance. Merci à tous d'être venus. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Elle ouvrit son ordinateur portable et projeta un tableau. Au cours des 3 derniers mois, j'ai examiné nos registres financiers. J'ai trouvé des divergences importantes. Les membres du conseil se penchèrent en avant. Ce que vous voyez ici, ce sont des transactions non autorisées qui s'étendent sur 2 ans. De l'argent transféré vers des sociétés écrans, de fausses factures, des virements vers des comptes offshore. 17 millions de dollars ont été volés à cette entreprise. Des murmures de stupéfaction parcoururent la table. Comment est-ce possible? Demanda Elizabeth Morrison, une femme à l'œil vif d'une 60aine d'années. Les audits ont été falsifiés. Le comité de surveillance a reçu des rapports trafiqués. Samda a été un coup monté de l'intérieur, soigneusement planifié pendant 2 ans. Par qui? Cecilia regarda Brennan droit dans les yeux. Par notre directeur financier, Richard Brennan. La salle s'est enflammée. Brennan s'est levé d'un bond, le visage rouge. C'est scandaleux. Cecilia, vous avez subi un grave traumatisme crânien. Il est évident que vous ne réfléchissez pas. Je réfléchis parfaitement, l'interrompit Cecilia. J'ai des preuves, Richard, des relevés bancaires, des emails, des autorisations portant votre signature. Le FBI mène une enquête sur vous depuis 1 semaine. L'expression de Brennan se fendit. C'est un coup monté. Vous essayez de me forcer à partir. Votre père aurait honte. Mon père aurait honte de vous. Vous étiez son ami. Il vous faisait confiance et vous l'avez volé. Je n'ai rien volé. Ces documents sont falsifiés. Alors expliquez les sociétés écrans. Expliquez les comptes offshore. Expliquez pourquoi Marcus Holloway et James Chen, vos assistants, ont avoué que vous leur aviez ordonné de m'attaquer. Silence. Tous les regards se tournèrent vers Brennan. C'est absurde. Ils mentent pour se sauver. Le FBI a exécuté un mandat de perquisition à votre domicile. Ils ont trouvé des documents vous reliant à toutes les transactions. Ils ont trouvé des communications avec les sociétés écrans. Ils ont trouvé des preuves de blanchiment d'argent. Le visage de Brennan devint livide. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Je n'ai pas besoin de le faire. Le FBI l'a déjà fait. Ils ont arrêté Holloway et Chen. Ils coopèrent pleinement. Et depuis ce matin, un grand jury vous a inculpé pour détournement de fonds, complot et tentative de meurtre. Tentative de meurtre, répéta Brennan d'une voix dangereusement douce. Vous pensez que j'ai essayé de vous faire tuer? Je sais que c'est le cas, Holloway a avoué. Il leur a tout donné, les enregistrements téléphoniques, les enregistrements de paiement, vos instructions. Vous leur avez ordonné de régler le problème. Ce sont vos mots exacts. Brennan la fixa du regard. Puis quelque chose se brisa en lui. Il contourna la table pour se diriger vers elle, rapidement et agressivement. Petite ingrate, il n'avait pas fait 3 pas que Daniel apparut. Daniel observait, lisait le langage corporel de Brennan. Au moment où Brennan bougea, Daniel bougea plus vite. Il franchit la porte et se plaça entre Brennan et Cecilia avec une efficacité fluide. « Reculez », dit Daniel calmement. Brennan le fixa du regard. « Qui êtes-vous, bon sang? Quelqu'un qui sait exactement de quoi vous êtes capable. Et quelqu'un qui ne vous laissera pas lui faire de mal à nouveau. » Les membres du conseil d'administration étaient figés. Elizabeth Morrison retrouva sa voix. Sécurité. Mais la sécurité n'était pas nécessaire. Des agences du FBI entrèrent, leur badge bien en évidence. Ils étaient 4, menés par une grande femme en costume sombre. Richard Brennan, Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, complot, blanchiment d'argent et tentative de meurtre. 2 agents s'avancèrent avec des menottes. Le visage de Brennan se tordit de rage. Alors qu'il le menottait, il regarda Cecilia avec une haine pure. « Tu ne survivras jamais dans cette entreprise sans moi. Tu es faible. Tu n'es même pas à moitié aussi bonne PDG que ton père. Elle a survécu à ta tentative de meurtre, dit Daniel calmement. C'est plus fort que tu ne le seras jamais. » Ils emmenèrent Brennan. La salle de conférence devint silencieuse. Cecilia s'effondra sur sa chaise, tremblante. Les membres du conseil d'administration se mirent à poser des questions, mais elle leva la main. « Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. »
Elle regarda Daniel. Merci. Il acquiesça. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu avais tout sous contrôle. J'avais besoin de savoir que quelqu'un était là, que je n'étais pas seul. Elizabeth Morrison s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Warren, qui est cet homme? Pour la première fois en 3 ans, Daniel se présenta honnêtement. Je m'appelle Daniel Carter. Je travaille ici comme concierge et je suis médecin. C'est moi qui ai soigné Mademoiselle Warren après l'agression. La révélation fit l'effet d'une onde dans la pièce. Quelqu'un murmura. Le concierge? Daniel soutint leur regard sans broncher. Il avait passé 3 ans à être invisible. Il était peut-être temps de se montrer à nouveau. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Brennan, Warren Tech subit une restructuration massive. Elizabeth Morrison fut nommée directrice financière par intérim. 3 membres du conseil d'administration démissionnèrent. Le département financier fut entièrement audité. Cecilia travailla d'arrache-pied pour rétablir la confiance. Pendant tout ce temps, Daniel resta présent. Il continua à s'occuper de l'entretien, tandis que l'entreprise réfléchissait à ce qu'elle allait faire d'un chirurgien traumatologue décoré qui nettoyait les sols. Les employés le traitaient désormais différemment. Ceux qui l'avaient ignoré pendant 3 ans lui faisaient désormais des signes de tête respectueux. Certains s'arrêtaient pour le remercier. Lila lui rendait visite tous les jours après l'école. Tout le monde à l'école sait que tu es un héros, lui annonça-t-elle un jeudi. Je leur ai dit que tu lui avais sauvé la vie. J'ai juste fait ce que n'importe qui ayant reçu une formation aurait fait, répondit Daniel. Ce n'est pas ce qu'ont dit les médias. Mais maman m'a dit que tu n'aimais pas attirer l'attention. Lila balançait ses jambes. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, monsieur Daniel. Vous êtes la meilleure personne que je connaisse. Daniel s'est arrêté et l'a regardé, cette fillette de 6 ans qui lui faisait entièrement confiance. Ta maman me parle maintenant, poursuivit Lila. Plus qu'avant, elle me demande comment je me sens. Si j'ai peur, elle a tripoté son lacet. Au début, j'ai fait des cauchemars, mais ensuite, je me suis souvenu que tu étais là. Cecilia a commencé à rechercher Daniel pendant les pauses déjeuner. Elle le trouvait et lui demandait s'il voulait s'asseoir dans la cour. Il disait toujours oui. Il mangeait des sandwichs et parlait de tout sauf du travail. Elle lui parlait de la pression liée à la gestion d'une entreprise, de sa peur de ne pas être à la hauteur, de la solitude d'être la seule femme dans la plupart des réunions. Il lui parlait des enfants à qui il enseignait les premiers secours, des petits moments qui lui rappelaient pourquoi il était devenu médecin, du lent processus qui lui permettait de se pardonner. Leur conversation était calme, sans précipitation. Aucun des deux ne se pressait pour combler les silences. Tous deux réapprenaient à être présents. Un après-midi de fin octobre, Cecilia est arrivée avec du café et une proposition inattendue. Je veux lancer quelque chose. Une initiative de santé communautaire. Des soins médicaux gratuits pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Une réponse au traumatisme. Une formation. Un soutien en santé mentale. Daniel semblait sceptique. C'est ambitieux et coûteux. Je peux me le permettre. Mon père disait toujours que les entreprises doivent servir la communauté, pas seulement les actionnaires. Après ce qui m'est arrivé, je réalise à quel point j'ai de la chance. La plupart des gens n'ont pas de ressources. La plupart des gens souffrent seuls. C'est une bonne idée. Tu devrais le faire. Je veux que tu t'en occupes. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Non, répondit immédiatement Daniel, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai laissé expirer ma licence il y a 3 ans. Je n'ai pas exercé depuis près de 10 ans. Ce n'est pas vrai. Tu m'as sauvé la vie avec une trousse de secours et en 15 minutes. L'interrompit Cecilia. Tu formes des jeunes à risque dans un bâtiment sans chauffage. Tu transportes toujours du matériel médical militaire partout avec toi, au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide. Tu fais déjà ce travail, Daniel. Je te propose simplement les ressources nécessaires pour le faire correctement. Je ne peux pas redevenir médecin. Chaque fois que je pense à reprendre l'exercice de ma profession, je vois le visage d'Emily. Tu n'es pas censé l'oublier. Tu es censé lui rendre hommage. Emily était infirmière, n'est-ce pas? Elle a passé sa vie à aider les gens. Daniel acquiesça. Alors, la meilleure façon d'honorer sa mémoire est de continuer à faire ce en quoi elle croyait. Continuer à aider les gens qui en ont besoin. Continuer à être le médecin dont elle était tombée amoureuse. Cecilia lui toucha le bras. Tu n'as pas besoin d'être la même personne qu'avant. Tu dois simplement décider si tu vas laisser la culpabilité te définir ou si tu vas laisser ton objectif te guider. Daniel regarda fixement la cour. Il pensa à Emily, à la vie qu'ils avaient prévue, à la conviction qu'ils partageaient
selon laquelle la médecine était un service. Que dirait Emily si elle pouvait le voir maintenant? Voudrait-elle qu'il se cache, qu'il se punisse, ou voudrait-elle qu'il continue à se battre pour ceux qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner? Je ne sais pas si je peux recommencer. Et si j'échoue, alors tu auras fait tout ce que tu pouvais, et c'est tout ce qu'on peut te demander. Tu échoueras parfois, mais tu sauveras aussi des gens. Tu feras la différence. Avant que Daniel n'ait le temps de répondre, Lila arriva en courant avec un bout de papier. Monsieur Daniel, maman, regardez ce que j'ai fait. Elle déplia son dessin au crayon représentant un homme en blouse blanche avec un stéthoscope, debout devant un bâtiment avec une croix rouge. Autour de lui, il y avait des bonhommes allumettes de toutes les couleurs. En dessous, il était écrit « L'hôpital du docteur Daniel, où tout le monde reçoit de l'aide ». Daniel fixa le dessin. Le bâtiment avait des fenêtres. Le soleil brillait. Les bonhommes filiformes souriaient. « C'est pour ton nouvel hôpital », dit fièrement Lila. Daniel regarda la vision de cet enfant, simple, pleine d'espoir, libre de toute culpabilité. Puis il regarda Cecilia, qui observait la scène avec une compréhension silencieuse. Peut-être ne pourrait-il pas sauver Emily. Peut-être porterait-il ce chagrin pour toujours. Mais peut-être pourrait-il honorer sa mémoire. D'accord, dit Daniel doucement. Je vais le faire. Les 12 mois suivants transformèrent la vie de Daniel. Il s'inscrivit à un programme de recertification de licence médicale. Des mois d'études, des cours de remise à niveau, des examens. Il réussit tous les examens du premier coup. Pendant qu'il étudiait, Cecilia constitua une équipe pour concevoir le centre de santé communautaire. Elle engagea des architectes spécialisés dans les espaces accueillants et accessibles. Elle consulta des travailleurs sociaux pour savoir quels services étaient les plus nécessaires. Daniel participa à chaque décision. Il a insisté pour que le centre ne ressemble en rien à un hôpital stérile. Pas de mur blanc institutionnel, pas de réception intimidante. Au lieu de cela, ils ont créé un espace aux couleurs chaudes, avec des sièges confortables et un espace pour les enfants. Il a interviewé personnellement chaque membre du personnel. Il ne recherchait pas les diplômes les plus prestigieux. Il recherchait des médecins et des infirmières qui comprenaient ce que signifiait servir des personnes laissées pour compte par le système. Ensemble, ils ont construit quelque chose qui ressemblait moins à un établissement médical qu'à un sanctuaire. Laila s'est autoproclamée mascotte officieuse du centre. Elle a dessiné des images pour chaque pièce. Elle a insisté pour que la salle d'attente soit équipée d'un coffre à jouets, car les enfants ont peur à l'hôpital. Elle s'est également donnée pour mission de veiller à ce que Daniel et sa mère passent du temps ensemble. « Maman, tu devrais inviter le docteur Daniel à dîner », disait-elle au moins une fois par semaine. « Il est occupé, ma chérie. Il doit manger. Tout le monde mange. » En vérité, Cecilia souriait davantage en présence de Daniel. Au fil des mois passés à travailler ensemble, leur relation s'était approfondie pour devenir quelque chose qu'aucun d'eux ne savait vraiment nommer. C'était plus que de l'amitié, plus que du respect professionnel. Ils avaient tous deux survécu à des épreuves qui auraient dû les briser. Ils avaient tous deux appris à porter leur chagrin sans se laisser écraser. Ils avaient tous deux découvert qu'aller de l'avant ne signifiait pas oublier, mais honorer le passé tout en construisant quelque chose de nouveau. Un soir d'avril, alors qu'ils examinaient les plans de construction, Cecilia lui posa une question personnelle. « Pensez-vous qu'Emily serait fière de ce que vous construisez? » La question le prit au dépourvu. Il resta silencieux, réfléchissant honnêtement. « Je pense qu'elle aurait adoré cela. L'idée de soins de santé accessibles, l'accent mis sur la dignité, l'intégration des services de santé mentale. » Il sourit légèrement. Elle aurait eu des opinions sur les couleurs de peinture, et elle aurait certainement insisté pour avoir un meilleur café. Cecilia rit. Notez, je vais augmenter le budget café. Mais oui, je pense qu'elle serait fière. Pas à cause de moi, mais à cause de ce que nous créons ensemble, parce que cela incarne ce en quoi elle croyait. Alors je suis heureux que nous fassions cela. Et je suis heureux que vous ayez dit oui. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Un courant de compréhension, de possibilités. Le centre de santé communautaire Daniel Carter ouvrit ses portes un samedi matin au début du mois de mai. Le temps était parfait. Un ciel bleu clair, 21 degrés, le genre de journée printanière qui vous fait croire que tout est possible. Le quartier se mobilisa en force. Des familles qui n'avaient jamais eu accès à des soins de santé fiables.
Des personnes âgées rationnant leurs médicaments, des vétérans aux prises avec le syndrome de stress post-traumatique, des adolescents qui avaient besoin de quelqu'un à qui parler. Ils sont venus parce que le bruit s'était répandu qu'il existait désormais un endroit où l'on pouvait obtenir de l'aide sans être jugé, sans se ruiner, sans être traité comme un moins que rien. Daniel se tenait à l'entrée pour accueillir les gens. Il portait une blouse médicale pour la première fois depuis 8 ans. Il avait l'impression de rentrer chez lui. À la fermeture, ils avaient vu 112 patients. Toutes les salles les salles d'examen étaient pleines. Les enfants jouaient avec les jouets que Lila avait insisté pour apporter. Les adultes remplissaient les formulaires d'admission, les mains tremblantes, ayant du mal à croire que tout cela était réel. Daniel s'occupait de tout avec un calme et une efficacité déconcertants, triant les cas, consultant le personnel, effectuant des examens, rédigeant des ordonnances, tenant la main d'une mère en larmes dont le bébé avait cessé de respirer. Le bébé allait bien, il était juste congestionné, mais la mère avait eu tellement peur. C'était ce qu'on lui avait demandé de faire. Cecilia observait depuis le côté. Elle a vu Daniel passer du statut de concierge discret à celui de Dr. Carter, confiant, compatissant, compétente. Elle l'a vu s'animer. Ce soir-là, après le départ du dernier patient, Cecilia a apporté du café et des plats à emporter dans son bureau. Une première journée réussie? A-t-elle demandé. Au-delà de mes espérances, nous avons aidé plus d'une centaine de personnes aujourd'hui. Tu les as aidées. C'était ta vision. Notre vision. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Ils mangèrent dans un silence confortable. Finalement, Cecilia prit la parole. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces derniers mois. Pas seulement le centre de santé, tout. Tu as été indispensable. Daniel croisa son regard. Toi aussi, tu m'as donné une raison d'arrêter de me cacher. Tu m'as montré qu'aller de l'avant honore le passé. Quelque chose a changé dans l'air, une reconnaissance des sentiments qui s'étaient accumulés pendant des mois avant que l'un ou l'autre ne puisse parler. Lila a frappé à la porte. Vous avez fini de faire les sentimentaux? Parce que je veux montrer quelque chose au Dr. Daniel. Daniel a ri. Nous ne sommes pas sentimentaux. Vous êtes totalement sentimentaux. Les adultes pensent que les enfants ne remarquent rien, mais nous remarquons tout. Lila a tendu un papier à Daniel. Regarde, c'était un autre chef-d'œuvre au crayon de couleur. Daniel en blouse, entouré de bonhommes allumettes souriants. Dans un coin, un personnage plus petit qui ressemblait à une femme en uniforme d'infirmière avec des ailes d'ange. C'est ta femme, expliqua Lila. Maman m'a parlé d'elle. J'ai pensé qu'elle devait aussi être sur le dessin, parce qu'elle te regarde aider les gens et qu'elle est fière de toi. Daniel fixa le dessin, la vue se brouillant. Cette fillette de 6 ans avait compris ce qu'il avait besoin d'entendre, qu'Emily n'était pas partie, qu'elle continuait à vivre à travers son travail. Merci Lila, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Lila rayonnait. Le docteur Daniel peut-il venir dîner avec nous? S'il vous plaît, nous devrions fêter ça. Cecilia regarda Daniel. Ça te dirait? Il acquiesça. Alors, c'était décidé. Nous allons manger des pizzas et faire la fête, et personne n'a le droit d'être triste, car c'est un jour heureux. Elle avait raison. C'était un jour heureux. Au cours des mois suivants, le centre de santé devint le cœur de la communauté. De plus en plus de patients venaient chaque semaine. Daniel embaucha du personnel supplémentaire. Il élargit les services. Le centre traitait des centaines de patients chaque mois. Et de plus en plus, le foyer de Daniel était là où se trouvaient Cecilia et Lila. Cela se fit progressivement. Cecilia et Lila passaient après le travail et l'école. Elles apportaient le dîner et mangeaient ensemble. Le week-end, tous les trois exploraient les musées, les parcs et le port de la ville. Ils ressemblaient à une famille. Ils se sentaient comme une famille. Un an après l'attaque, lors de la célébration de l'anniversaire du centre, Daniel se tenait sur une petite scène. Cecilia et Lila étaient assises au premier rang. « J'ai une autre annonce à faire, » dit Daniel d'une voix tremblante. « Il y a un an, j'étais un homme qui avait baissé les bras. » Il regarda Cecilia. « Puis quelqu'un m'a montré que les secondes chances ne sont pas une question de mérite. Il s'agit d'être assez courageux pour les accepter. » Daniel descendit de scène et s'approcha de Cecilia. Les invités se turent. Lila écarquilla les yeux. Daniel s'agenouilla non pas devant Cecilia, mais devant Lila. Il sortit une petite boîte contenant une bague en argent.
Lila Warren, j'aimerais avoir votre permission pour poser une question très importante à votre mère. Lila poussa un cri et acquiesça avec enthousiasme. Oui, oui, demanda-lui. Daniel se leva et se tourna vers Cecilia, qui avait les larmes aux yeux. Il ouvrit une deuxième boîte contenant une bague en diamant. Cecilia Warren, tu m'as sauvé bien avant que je te sauve. Tu m'as vu alors que j'étais invisible. Tu as cru en moi alors que j'avais cessé de croire en moi-même. Toi et ta fille m'avez donné une famille alors que je pensais avoir tout perdu. Sa voix se brisa. Je ne peux pas promettre que je serai parfait. Je ne peux pas promettre que je n'aurai pas de jour où le passé me fera souffrir. Mais je promets d'être là. Je serai présent. Je vous aimerai toutes les deux de tout mon cœur. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser faire partie de cette famille? Oui, murmura Cecilia. Puis plus fort, oui. Daniel glissa la bague à son doigt. Elle se jeta dans ses bras. Lila se précipita vers eux, créant ainsi une étreinte à trois. Les invités applaudirent. Mais tous trois ne le remarquèrent presque pas. Ils étaient trop occupés à se serrer dans les bras, trop occupés à commencer le prochain chapitre. Une histoire qui avait commencé avec une enfant désespérée, un héros caché et un amour qui avait guéri les blessures les plus profondes.